Merci évidemment à la CHAC pour l'organisation de cette journée. Je me disais que finalement, c'est un sujet quand même qui nous est assez commun, la question des stéréotypes, mais des journées d'études dédiées à cette question-là, on n'en a pas eu depuis un certain temps, quoi. Donc on est effectivement sur un sujet que tout le monde croit connaître et finalement, en s'arrêtant depuis ce matin sur cette question-là, on voit bien effectivement la dimension protéiforme de la question stéréotype et la manière dont chacun effectivement peut tirer un fil pour travailler autour de ces notions-là, quoi. Évidemment, moi, ma prise de parole, elle se fait à partir, non pas du champ de la recherche, mais à partir d'une institution qui s'appelle le Musée national de l'histoire de l'immigration, donc dirigé, vous l'avez vu, par Pape Ndiaye. On a cette chance, effectivement, d'avoir Pape Ndiaye qui vient d'être nommé à la tête du Palais de la Porte Dorée et qui comprend ce Musée national de l'histoire de l'immigration. Et l'arrivée de Pape Ndiaye va sans doute, effectivement, nous engager encore davantage autour de ce travail de déconstruction autour des stéréotypes, étant donné son parcours et son profil très scientifique, comme vous avez pu le voir ce matin. Évidemment, quand on travaille au Musée national de l'histoire de l'immigration, on sait d'entrée qu'on est dans un lieu ultra exposé à la question des stéréotypes. Et donc, ça nécessite effectivement une vigilance de l'ensemble des agents extrêmement forte à cette problématique, qui est une problématique totalement transversale au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire que cette question des stéréotypes, on la retrouve partout, que ce soit sur des enjeux internes propres à l'institution, mais aussi dans tout ce qu'on peut proposer en direction de l'extérieur, que ce soit des expositions, des conférences. Mais il y a comme une obligation, en tout cas, d'être extrêmement attentif, ultra vigilant à cette question-là. Et même en étant ultra vigilant, il n'empêche qu'on laisse passer évidemment des choses qui relèvent souvent de l'inconscience ou de pratiques professionnelles qui n'ont pas été re-questionnées. Quelques remarques d'abord par rapport à tout ce qui a pu être dit ce matin. D'abord, la complexité du sujet, on l'a vu, les causes sont multiples, protéiformes, profondes, parfois insaisissables, même si évidemment la recherche, et on l'a vu aussi ce matin à travers tous les intervenants, a beaucoup avancé et nous permet à nous, acteurs publics, en tout cas de nous aiguiller dans ce qu'on peut mettre en place en termes d'action publique pour déconstruire et travailler autour de ces notions de stéréotypes. Et on voit bien effectivement qu'on doit faire face à un processus irréversible. Et comme l'a dit Pape Ndiaye ce matin, tous les stéréotypes ne se valent pas et leur dangerosité peut évidemment évoluer, soit en fonction du contexte, mais aussi en fonction, on l'a vu, de la position sociale de l'émetteur. Deuxième constat, c'est que, et ça c'est une certitude aussi, c'est qu'il ne suffit pas de comprendre les stéréotypes pour les déconstruire. Il faut agir aussi sur d'autres leviers qui n'ont, en particulier, le fait de relier la question des représentations négatives à la question de la représentativité. Et donc, c'est évidemment ce travail combiné à la fois sur la question des représentations négatives et de la représentativité qui peut permettre effectivement d'espérer un peu de transformation sociale autour de cette question-là. Et enfin, dernier constat, c'est le poids des réseaux sociaux. Et en tant qu'acteur public, on est un peu dépassé, effectivement, depuis le début des années 2000, le rôle extraordinaire que jouent les réseaux sociaux en matière de véhicules et en matière de diffusion de ces stéréotypes, sur lequel les politiques publiques et l'action publique, notamment de l'État ou d'une institution comme la nôtre, est encore un questionnement. On vient de faire, il y a 15 jours, une grande rencontre débat autour des mouvements d'extrême droite et de la jeunesse. Et l'un des intervenants a pu décrire effectivement comment l'extrême droite avait investi la toile depuis le milieu des années 90 et avait été de ce point de vue-là très innovant par rapport à tout le monde et capte effectivement une partie de la jeunesse à travers la diffusion effectivement de stéréotypes parfois très caricaturaux. Et enfin, dernière remarque par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, c'est effectivement la confusion qui peut être faite, on l'a vu notamment au niveau de l'éducation nationale, entre lutter contre les discriminations et lutter contre les stéréotypes les plus négatifs. On sait bien que pour lutter contre les discriminations, le seul travail de déconstruction des stéréotypes n'est pas suffisant. Il va falloir agir sur d'autres leviers, notamment le droit, la représentativité, je l'ai dit, mais aussi les sanctions pénales, etc. Donc voilà. Et on est bien donc dans une dimension systémique avec parfois une dérive qui est la tendance à individualiser un petit peu ces problématiques-là.
Alors, comment travaille une institution comme le Musée national de l'histoire de l'immigration? Cette question des stéréotypes, elle est obligée finalement d'agir sur différents leviers, différents enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu scientifique, c'est-à-dire que il y va de notre crédibilité en termes d'action publique qu'on peut proposer, c'est de s'entourer effectivement d'un maximum d'avis scientifiques, d'études, de s'inscrire dans des programmes de recherche qui nous permettent effectivement d'aiguiller l'action de l'établissement dans ce domaine-là. Et évidemment que les stéréotypes sont au cœur de la réflexion scientifique de l'établissement public et constituent effectivement un point fort de cette recherche. Et vous avez tous entendu Pape Ndiaye dans les différents médias lors de sa nomination insister sur l'importance de l'orientation scientifique et le développement de l'orientation scientifique qu'il souhaite mettre en place au Palais de la Porte Dorée. C'est vraiment le premier étage de la fusée, c'est effectivement de bénéficier d'un socle scientifique suffisamment solide pour que tout ce qui soit mis en place ensuite en termes d'action très concrète et d'un point de vue opérationnel, en tout cas, soit adossé effectivement à des éclairages scientifiques qui ne soient pas contestés, même si, on l'a vu, dans le champ scientifique, il y a du questionnement autour de cette problématique. Et donc ça passe par exemple par un certain nombre, d'abord par le fait qu'on ait un conseil scientifique qui est présidé par François Héran, qui préside aussi l'Institut Convergence Migration, et donc ce qui permet effectivement d'adosser le musée quand même à une instance et à des organismes, CNRS, Institut Convergence Migration, et de bénéficier effectivement de leurs travaux pour nourrir un peu la réflexion qu'on peut avoir en termes de développement d'actions très opérationnelles là-dessus. On aura le 2 et le 3 mai avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, un grand colloque auquel certains d'entre vous participent autour de comment exposer, par exemple, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il est évident que dans le cadre de ce colloque, la question des stéréotypes et de la manière d'éviter le piège des stéréotypes dans les expositions que peuvent proposer les musées sera un élément de réflexion et d'échange très important, pas seulement avec le monde de la recherche, mais aussi avec le monde des conservateurs qui restent et le monde des acteurs culturels qui restent quand même moins mobilisés que certains d'autres acteurs dans le champ éducatif ou dans le champ du social, qui ont très vite compris effectivement la nécessité d'identifier la question des stéréotypes comme un enjeu très très fort. Deuxième enjeu, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est l'enjeu effectivement qu'a traité Sandrine, c'est-à-dire c'est l'enjeu pédagogique et notamment l'enjeu de la création d'outils pédagogiques, c'est-à-dire quel type d'outils, le stéréotype, lutter contre les stéréotypes, ça nécessite effectivement de créer, d'innover en matière d'outils pédagogiques en particulier pour l'ensemble des acteurs éducatifs, qu'ils soient professeurs ou qu'ils soient acteurs éducatifs autour des écoles, mais on est très sollicité évidemment pour produire, accompagner des initiatives qui visent à produire de l'outil pédagogique. Alors ça passe par de l'exposition, mais ça peut passer par tout un tas d'autres méthodes, donc il y a une variété d'outils, et donc l'idée c'est de les tester et de voir ceux qui nous paraissent le plus pertinents en les mariant évidemment à d'autres enjeux. Donc ça, c'est un enjeu. Donc aujourd'hui, par exemple, on est engagé dans un gros travail autour. Donc le musée de l'immigration a un fonds d'affiches extrêmement important, un fonds d'affiches militant antiraciste et un fonds d'affiches racistes qui sont celles de toutes les affiches de campagne électorale du Front National des années 70, en fait du début des années 80 à aujourd'hui. Et donc, il y a tout un travail qui est fait avec des pédagogues pour en faire un outil mis à la disposition des enseignants qui permet effectivement d'analyser un peu ce dialogue qu'on a tous connu entre racistes et antiracistes, qui a marqué beaucoup les années 80 et les années 90, même si maintenant les problématiques et les rapports de force ont un peu évolué. Troisième enjeu, et c'est l'un des points forts du musée de l'immigration, c'est la formation des enseignants. Et donc, avant la période Covid, l'établissement public formait entre 1500 et 2000 enseignants chaque année. Alors, c'est quelque chose qui se fait sans bruit, sans publicité, sans valorisation très forte, mais c'est l'un des points forts de cet établissement public, c'est l'accueil des enseignants et leur mobilisation et leur formation autour des expositions du musée. Et sur les problématiques d'immigration, évidemment que la question des stéréotypes structure
l'ensemble de ces projets de formation et permet effectivement à la fois d'analyser la pertinence des outils pédagogiques qui sont mis en place, mais aussi de vérifier effectivement l'état des connaissances du monde enseignant autour de ces questions-là, avec un regret qui a été souligné ce matin, c'est que les espaces effectivement au sein de l'éducation nationale pour traiter notamment de la question migratoire et des stéréotypes qui y sont adossés sont de plus en plus réduits, c'est-à-dire que du programme d'histoire ou de géo, on est en train effectivement de tous basculer vers l'EMC, qui reste le dernier espace où on peut travailler encore ces problématiques qui renvoient à des questions d'égalité et notamment la question des stéréotypes ou de la lutte contre les discriminations. Le pauvre EMC qui doit effectivement traiter énormément d'enjeux au risque effectivement de confusion, comme on l'a vu, entre la lutte contre les discriminations, la question des stéréotypes, la question de l'égalité des chances, la question de la promotion de la diversité. Enfin, au bout d'un moment, il est nécessaire quand même de clarifier le sens qu'on met derrière l'ensemble de ces termes et de vérifier derrière ces termes ce qui nourrit de l'action opérationnelle ou de l'action publique autour de ces enjeux-là. Je pense qu'il y a un enjeu aussi que nous, on appelle enjeu citoyen, qui est l'enjeu de la prise de parole des premiers concernés, ce qui rejoint effectivement la question de la représentativité. C'est-à-dire que travailler les stéréotypes sans combiner ce travail par une prise de parole par les principaux concernés réduit effectivement l'effet levier qu'on pourrait espérer d'un travail sur les stéréotypes. Et c'est vrai qu'au musée, depuis 1 an et demi, l'accent a été mis effectivement sur cette prise de parole, notamment de la jeunesse et des principaux concernés, c'est-à-dire des personnes qui sont victimes de racisme lié à des stéréotypes, et de faire entendre effectivement ces paroles. Donc, il nous semble important effectivement que pour déconstruire aussi ces stéréotypes, il faut une prise de parole par les personnes effectivement qui peuvent les subir, à la fois comme un acte de résistance et de rébellion, mais aussi comme une prise de conscience. On pense que la parole peut être aussi, la parole des principaux concernés peut avoir un impact parfois plus important qu'une déconstruction scientifique, analytique du stéréotype. Et il nous paraît intéressant en tout cas de ne pas opposer, mais de combiner effectivement ces différents enjeux. Et enfin, le dernier enjeu, il est culturel et artistique, mais évidemment que quand on monte une exposition, donc actuellement on travaille sur une exposition sur les relations entre juifs et musulmans sur les 2 siècles, la question des stéréotypes va être un élément majeur et le musée n'a droit à aucune erreur effectivement de ce point de vue-là, c'est-à-dire que si son exposition n'est pas travaillée de ce point de vue-là, il prend le risque effectivement d'être dénoncé et de perdre totalement toute crédibilité autour de ces enjeux-là. C'est toute la difficulté effectivement d'un musée qui est un musée qui est adossé à la question de l'histoire de l'immigration, d'éviter effectivement ces pièges. Tout cela, effectivement, ces enjeux, ça nourrit des programmes d'action, notamment en lien avec la DILCRA, mais aussi des programmes de médiation, puisque un des enjeux aussi pour nous, c'est de qualifier les agents à l'interne de l'établissement autour de ces questions-là, à la fois sur la question de la représentativité et sur la question des discours qui sont tenus. Mais on est tous confrontés effectivement à des problématiques qui relèvent de l'opinion personnelle, considérant que finalement ces problématiques-là sont souvent renvoyées dans la sphère de l'opinion et pas travaillées dans la sphère professionnelle. Et donc, il y a évidemment un enjeu de formation de l'ensemble des agents de l'établissement. Et une des premières choses qu'a demandé Pape Ndiaye, effectivement, en arrivant, c'est de voir l'état, effectivement, de connaissance des agents et notamment d'identifier un enjeu qui est la production d'un discours commun autour de ces questions-là pour qu'il y ait un niveau de compétences et de connaissances minimum partagé par l'ensemble des agents autour de ces questions-là. Donc, un enjeu de formation interne qui est couplé aussi à la question de la représentativité aussi à l'intérieur de l'établissement, mais c'est évident que le personnel doit être lui aussi à l'image de la société. Donc, on peut avoir des décalages comme ça entre une partie scientifique très développée, mais des retards qui peut effectivement expliquer le sentiment parfois de constat d'échec qu'on peut avoir autour de l'effet levier du travail sur les stéréotypes et donc la nécessité pour nous de combiner différents enjeux. Enfin, pour conclure, peut-être dire qu'en nouvel enjeu, on voit bien aussi aujourd'hui qu'avec l'essentialisation des identités et les tensions très importantes dans lesquelles on est autour de ces questions identitaires, il y a une nécessité, c'est de nommer aujourd'hui toutes les différentes formes de stéréotypes qui sont rattachés au groupe de population et de les traiter en tant que tels, sans globaliser, c'est-à-dire la nécessité
de traiter toutes les formes de racisme et derrière toutes les formes de racisme, tous les stéréotypes qui nourrissent effectivement ces différentes formes de racisme. Et enfin, je terminerai effectivement sur cette réflexion que j'ai eue en amont, c'est que pour espérer effectivement un peu d'effet levier et d'avoir un impact sur cette question, c'est de combiner ce travail sur les stéréotypes avec d'autres enjeux, et notamment cet enjeu de la représentativité et de la prise de parole par les principaux concernés. Voilà, merci.